Timeline, 5000 ans d'histoire, Richard Fremder. Or, de manière paradoxale, le christianisme des Mayas se révèle profond et sincère, mais il conserve quand même certaines connotations païennes. D'ailleurs, au cours du XIXe siècle, ils vont jusqu'à se révolter contre les forces libérales et anticléricales qui contrôlent alors le Yucatan au nom d'un christianisme maya traditionnaliste. C'est intéressant, hein, ça pourrait être presque une émission rien que sur ça. Alors, j'en ai parlé au départ, dans l'introduction, pour vous dire qu'on allait parler d'art, de l'art maya. C'est la stèle, en fait, qui est l'une des constituantes principales de l'art maya, en tout cas sa manifestation la plus célèbre. Ces stèles sont le plus souvent taillées dans une roche calcaire, mais elles peuvent aussi être en grès. Elles sont taillées dans un seul bloc, bloc de pierre, de forme comme un parallélépipède, dont la base est fichée dans le sol ou plantée dans un bloc de maçonnerie. La plupart d'entre elles mesurent entre 1 et 2 mètres, mais certaines, comme la stèle 5 de Quiriguá, peuvent atteindre 10 mètres de haut. Les 4 faces sont entièrement ciselées en haut relief ou en bas relief. Vous connaissez la différence, hein. Haut relief, c'est en 3D, bas relief, c'est l'inverse. C'est creusé, ou non, c'est l'inverse d'ailleurs. Bas relief, c'est en 3D et haut relief, c'est creusé. Chaque côté comporte des motifs différents, des colonnes de glyphes sur les faces latérales, des représentations royales sur la face principale. Les Mayas érigent une nouvelle stèle à la fin de chaque katoun, c'est-à-dire tous les 20 ans, hein, vous vous souvenez, selon les principes religieux. Certains archéologues vont émettre l'hypothèse d'un culte carrément des stèles parce que des offrandes et des dépôts dédicatoires sont fréquemment déposés à leurs pieds. Qu'est-ce que ça veut dire ? On ne sait pas. La stèle n'est pas l'unique type non plus de sculpture utilisée par les Mayas. Elle peut parfois être remplacée par d'autres formes d'art sculpté. Par exemple, les habitants de Copan et Tonina préfèrent de véritables rondes-bosses et ceux de Yaxchilan se spécialisent dans les linteaux sculptés. Quant à la cité de Palenque, elle orne les murs des temples de gigantesques panneaux muraux en stuc d'une plasticité et d'une variété iconographique assez surprenante pour l'époque. Chaque cité innove et cherche le type d'art qui correspond le plus à ses besoins. Le registre des formes foisonne des motifs et permet l'expression d'une étonnante diversité. Et qui dit support multiple, dit aussi combinaison multiple. L'escalier de la pyramide de Copan, dont les marches inscrites de hiéroglyphes portent l'un des plus longs textes mayas connus, est à plusieurs reprises ponctué de blocs ornés de créatures sculptées. Au pied de la pyramide s'élèvent des stèles, des autels et des statues de dignitaires. Les artistes mayas utilisent tous les matériaux disponibles. Ils ont une grande préférence pour la pierre calcaire, pour sa finesse quand même, qui autorise un travail d'une précision extraordinaire, qui s'apparente presque à de la joaillerie. Pour la réalisation de linteaux, ils peuvent employer du bois, qui est un matériau très dur, mais plus facile à travailler. Il sert de support pour des sculptures mineures, des statuettes ou des objets rituels. À Palenque, ils utilisent surtout le stuc. Les habitants de Comalcolco, dans le golfe du Mexique, se retrouvent face, eux, à un problème insurmontable, en tout cas en apparence, l'absence de pierre. Ils font preuve alors d'une grande ingéniosité en utilisant des briques cuites. Finalement, peu importe le support, l'important c'est que l'image du souverain soit magnifiée. Et la grande variété de ces supports laisse aux artistes la liberté de combiner les techniques d'exécution pour accentuer les effets recherchés. La technique du bas-relief est plutôt employée pour les linteaux et les panneaux. Le haut et le bas-relief des stèles donnent au monument un dynamisme presque cinématographique, si vous voulez. Le souverain sculpté en haut relief émerge brusquement de la masse de la pierre, tandis que les créatures et les inscriptions qui les accompagnent sont exécutées en bas relief. Et vous avez donc un premier plan et un deuxième plan, si vous voulez. La composition montre une recherche de profondeur qu'on retrouve dans les statues. Le personnage, taillé en ronde-bosse, porte un vêtement décoré de bas-relief, tandis que les glyphes sont simplement gravés ou ciselés. Les temples de Palenque sont si bien intégrés à la forêt tropicale qu'ils semblent ne faire qu'un avec elle. Ils sont entièrement recouverts de lianes et de fleurs qui paraissent littéralement tomber en cascade le long des murs et témoignent de la fascination qu'exerce là encore la végétation sur l'imagination des artistes mayas. Toute la faune et la flore de la forêt tropicale se retrouvent sur les stèles, les temples et les palais et traduit dans la pierre la profusion de la forêt de Petén. Certaines sculptures
portent encore des traces aujourd'hui de polychromie, ce qui laisse penser que toutes les statues et tous les reliefs étaient à l'origine rehaussés de peinture. L'art public est un art pesant, qui écrase littéralement l'individu, le poids de ses sculptures foisonnantes. Il est conçu pour être admiré, et admiré de loin, pour inspirer la crainte, l'admiration, pour marquer les esprits. Les sculpteurs accordent une très grande importance aux détails, parfois au détriment de la lisibilité de la scène. Sur les stèles, le visage du roi s'extirpe avec peine d'un fouillis de motifs qui s'enchevêtrent, se superposent au point que c'est difficile, parfois même impossible, de distinguer l'essentiel du secondaire. Vous avez ça dans certaines bandes dessinées, par exemple, aujourd'hui. L'œil du spectateur voit tout de suite le visage du souverain, sculpté de face et presque au centre de l'image. Ses bras repliés tiennent la barre cérémonielle et ses pieds chaussés de sandales sont posés sur la base de la stèle. Le corps du roi épouse parfaitement la forme du bloc. Il porte un pagne noué sur le ventre, décoré d'un grand nombre de motifs divers et variés et dont les pans couvrent les jambes. Une lourde ceinture, elle aussi surchargée de motifs, cache en partie le ventre, tandis qu'un manteau couvre les épaules. Tous ces vêtements sont ornés de motifs qui identifient les matériaux dont ils sont faits, mais qui ont également une valeur symbolique. Les images gravées sur les tissus sont des évocations des forces naturelles. D'autres parties du corps sont dissimulées sous de lourds bijoux. Des boucles d'oreilles, des bracelets, des pectoraux et des genouillères. La tête aussi est couverte d'une lourde coiffure, surmontée d'un panache de plumes qui retombe dans le dos. Imaginez un peu, c'est extraordinaire. Les textes qui accompagnent l'image royale sont disposés le plus souvent sur les flancs de la stèle, voire à l'arrière. Les glyphes forment des textes courts qui encadrent la scène principale. Les autres espaces qui sont laissés libres par l'iconographie, eux sont recouverts de colonnes de hiéroglyphes, que ce soit au niveau de la coiffure ou à côté des jambes. Le moindre espace est mis à profit, comme si les Mayas souffraient d'une espèce de phobie du vide. Si les glyphes ne suffisent pas à couvrir la totalité de la surface, les sculpteurs rajoutent alors des symboles qui servent uniquement à combler les vides. Les stèles de Copan regorgent d'images diverses. Ancêtres, divinités, poissons, nains, créatures anthropomorphes, tout ça se multiplie et donne au portrait royal un relief encore plus saisissant. Mais leur abondance rend l'image aussi très difficile à interpréter pour nous aujourd'hui. Cette surcharge de motifs sculptés contribue en grande partie au mystère de l'art maya. Paradoxalement, elle ouvre de nouvelles pistes pour interpréter pas mal d'objets dont la fonction demeurerait bien difficile à comprendre sans le secours de l'iconographie. Les bijoux et les pendentifs, par exemple, sont remis dans leur contexte. Sur les monuments, certains dignitaires portent au cou des pendentifs en os. Or, de tels objets ont été découverts pendant les fouilles, notamment à Tikal, ornés de représentations de créatures fantastiques. Le sceptre et la barre cérémonielle symbolisent la puissance du roi et les protections dont il bénéficie de la part des forces cosmiques. Le roi Pakal est parfois représenté tenant un bouclier richement orné qui a un rapport direct avec son nom. La lance qu'il tient fièrement dans la main évoque ses hauts faits militaires tout en rappelant sa fonction de responsable des sacrifices. L'un de ses devoirs de roi est d'offrir aux dieux son propre sang. Or, il ne laisse aucune trace, pas plus que les bandes de tissu destinées à le recueillir, faites dans un matériau périssable. Les fines lancettes d'obsidienne, les aiguillons de raie et les dents de requin sont les seuls vestiges de ces offrandes rituelles. Ces petits objets se retrouvent donc sur les représentations de scènes d'autosacrifice, ce qui permet de connaître leur destination, à quoi ça sert. En revanche, d'autres objets qu'on appelle des excentriques par les archéologues restent très mystérieux. On a des fines lames de silex ou d'obsidienne taillée qui représentent des visages humains, des animaux ou des motifs qui sont incompréhensibles. Ils sont d'une telle finesse qu'ils en deviennent presque translucides. Imaginez ça, c'est incroyable. Et même si leur fonction reste inconnue, ils témoignent de l'extraordinaire habileté des artisans mayas. Certains dépassent 30 cm, tandis que d'autres ne mesurent que quelques millimètres. Leur forme contorsionnée leur confère une très grande fragilité, ce qui exclut un usage pratique. La grande majorité a été découverte dans les dépôts rituels ou les sépultures, ce qui renforce encore une fois le mystère. Timeline, 5000 ans d'histoire, Richard Fremder.